La dimension de la diplomatie culturelle est très importante. Vous voyez aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 50 festivals par an qui sont organisés au Maroc, des festivals de cinéma, des festivals d'art contemporain. Le roi a un goût pour la peinture qui est très développé. Et donc tout ça amène aussi des personnalités, des célébrités qui viennent au Maroc, qui découvrent à quel point le pays s'est transformé, s'est modernisé, et qui ensuite sont chacun autant d'ambassadeurs en fait, du Maroc pour relayer ces transformations et expliquer que le Maroc, pour ceux qui auraient un a priori absolument idéologique négatif sur toute monarchie, je rappelle au passage qu'il y a quand même des monarchies parlementaires en Europe et que ça se passe très bien, qu'elles sont démocratiques et que donc ça assure. On a besoin, quand on voit la fatigue d'un certain nombre de régimes en Europe, d'un certain nombre de républiques, on pourrait se demander s'il n'y a pas une vertu cardinale dans cette continuité, dans cette légitimité forte et dans le fait que le souverain soit au-dessus de la mêlée politique. On a besoin de cette idée d'arbitre qui est au-dessus, quand les gens se divisent, se déchirent. Moi, vous savez, je suis un historien du temps long. C'est pour ça que je peux comprendre ce qui s'est passé au Maroc, c'est que j'ai toujours pensé que c'était une erreur, qui est une erreur très européenne et plus largement occidentale, le court-termisme, cette espèce d'attente que tout doit changer sur le temps court, sur un claquement de doigts. Bon, on a vu ce que ça a donné de vouloir changer des régimes, le regime change à l'américaine, avec les bombes en Irak en 2003. Ça ne fonctionne pas. Il faut laisser aux sociétés le temps de changer par elles-mêmes, avec leur propre stratégie. Ça, c'est très important. Non pas des stratégies importées, mais des stratégies définies par les peuples eux-mêmes, par les composantes spécifiques des sociétés, et laisser les progrès se faire à leur vitesse. 20 ans, avec toutes les transformations qu'il y a eu, franchement, c'est pas très long à l'échelle de l'histoire. Pour un royaume qui a autant d'ancienneté que le Maroc, 20 ans pour s'être autant transformé. Et encore une fois, je le redis, j'essaie d'être vraiment le plus objectif possible dans cet ouvrage en montrant aussi qu'il y a des limites, tout ne va pas parfaitement, bien sûr. Exactement. Mais quand même, 20 ans, autant de transformations, c'est remarquable. Le Maroc a tellement voulu développer cette province qu'elle a parfois apporté plus d'efforts en termes de développement avec un niveau d'éducation plus élevé que dans certaines autres provinces du Maroc. Mais le résultat est là, c'est-à-dire que la stratégie, ça a été, puisqu'il y a un blocage au niveau onusien, qu'il y a un blocage qui est un héritage de la guerre froide, avec un bagage onusien qui est à mon avis complètement dépassé par rapport au monde actuel, puisqu'il est hérité des régimes socialistes qui voulaient diaboliser le Maroc et lui faire payer son positionnement géopolitique du côté des pays occidentaux. Eh bien, il y a ce bagage onusien, on a du mal à dépasser ça. Le Maroc s'est dit, on ne va pas rester les bras croisés. On ne va pas attendre qu'il y ait un dénouement sur le plan international, sur le plan juridique. On va développer cette province. C'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu une dimension proactive, il y a un développement qui a été fait, il y a eu une association de la population locale qui a été engagée. Vous avez cette idée d'autonomie, le plan de 2007 avec une autonomie dans la souveraineté, donc une large autonomie dans la souveraineté. Tout ça est mis en œuvre progressivement, concrètement, en attendant qu'on arrive à un dénouement final au niveau international. Bon, je rappelle quand même que le Maroc bénéficie du soutien d'un certain nombre de puissances, dont la France sur ce dossier. Bien sûr, c'est pas achevé, ça pèse lourd. En 2002, moi j'étais un des premiers, je crois, géopolitologues à avoir écrit sur les risques du pourrissement en plein contexte fondamentaliste dans le Sahel-Sahara, sur les risques du pourrissement du conflit. Parce que, vous savez, pendant très longtemps, les idéologies dominantes de contestation du monde occidental, c'était le socialisme, etc. Et puis l'islamisme radical est devenu l'idéologie de contestation. Et petit à petit, même au sein du Polisario, dans les jeunes générations, il y avait contamination par cette idéologie. Et la combinaison à la fois du crime organisé, des trafics
sahariens qui sont forts du côté du Polisario et d'un certain nombre de populations aussi touareg dans d'autres zones. Combinaison de cette économie criminelle, disons, dans le flou des frontières non définies, avec l'idéologie fondamentaliste, c'est évidemment un cocktail explosif. Et donc moi, je défends depuis des années, comme géopolitologue, l'importance de soutenir la solidité des États-nations contre les risques d'émiettement, contre les risques d'idéologie transnationale tels que le fondamentalisme islamiste. Évidemment, la question du Sahara, des provinces sud du Maroc, il faut absolument que le monde occidental comprenne que ça s'intègre dans la même logique que le délitement de la Libye, que ce qui s'est passé au Mali avec la contamination islamiste et qui a mené à la guerre en 2010, à l'intervention française, à mon avis salutaire. Donc tout ça, c'est le même problème, c'est le pourrissement qui entraîne et qui favorise le fondamentalisme. Donc il est urgent que la communauté internationale accepte l'évidence à la fois historique et juridique qui est celle de la souveraineté du Maroc sur cette province, d'autant plus que le Maroc reconnaît la spécificité de cette province, la spécificité de ses populations. Je disais tout à l'heure que la Constitution de 2011 a intégré l'identité saharo-hassani, c'est très important. Pour ceux qui pratiquent la diplomatie marocaine, moi j'ai croisé beaucoup de diplomates marocains, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient de culture sahraoui parmi les diplomates marocains, donc ils sont parfaitement intégrés dans l'ensemble du dispositif marocain. Pour la France, pour la Belgique, pour un certain nombre de pays européens, d'abord, ça fait du bien de constater qu'on a avec le Maroc un allié fiable en matière de coopération antiterroriste. Écoutez, on a été frappé, le Maroc aussi, avec les attentats de Casablanca dans nos chairs par ce terrorisme islamiste. Et donc, il est important de savoir que nous avons un partenaire fiable de l'autre côté de la Méditerranée, efficace en matière de lutte anti-terroriste. Et c'est le cas. Et d'ailleurs, à un moment donné, sous François Hollande, quand la discussion a été un peu fermée, eh bien, ça nous a coûté assez cher en matière de renseignement antiterroriste. Donc on a besoin, nous les Européens, du Maroc. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, le Maroc n'est pas là que pour stopper l'immigration irrégulière ou faire de la lutte antiterroriste. C'est un partenariat global pour veiller au développement futur de l'Afrique. Nous avons, je dis nous, vous les Marocains et nous les Français, nous avons à côté de nous, en face de nous, de l'autre côté de la Méditerranée pour l'Europe, un continent qui est le plus dynamique sur le plan démographique et qui fait qu'il y aura assez rapidement 2 milliards d'Africains. Donc, il est évident que pour la question des flux migratoires, pour la question des fractures et des risques de radicalisme, il faut des puissances qui ont une légitimité, une solidité pour pouvoir veiller au devenir du continent africain. Et le Maroc en fait partie parce que c'est une puissance africaine qui a une vraie influence, qui est respectée, qui a réintégré l'Union africaine récemment, et qui est respecté en Afrique, qui a un rôle d'équilibre, qui défend aussi et qui soutient l'islam du juste milieu contre toutes les tentations radicales, qu'elles soient d'ailleurs sunnites ou chiites, parce que le rôle de l'Iran est très discutable en Afrique de l'Ouest via les réseaux pro-Hezbollah, etc. Il y a 3 dimensions. Il y a une dimension bien sûr sécuritaire, parce qu'on est obligé à court terme toujours d'être pragmatique et sécuritaire. Mais il y a une dimension de lutte contre la pauvreté qui est intégrée. La pauvreté, c'est l'ennemi parce que c'est le terreau quand même du terrorisme. Et la 3e dimension, c'est la dimension d'enseignement d'un islam du juste milieu. Et de rééduquer, de réapprendre une autre lecture de l'islam à des jeunes qui pensaient connaître l'islam, mais en fait qu'on avait une vision complètement déformée, etc. Et quand je suis allé au Maroc récemment, j'ai rencontré
un monsieur qui s'occupe de ça et qui publie notamment des bandes dessinées qui sont diffusées dans des prisons marocaines ou ailleurs, à des jeunes qui étaient radicalisés. Et il y a une approche de la déradicalisation assez efficace qui passe aussi par la confrontation de ceux qui étaient sensibles aux idées du terrorisme avec les familles des victimes qui ont été frappées dans leur chair. Parce que quand vous voyez ou quand vous vous êtes amené à être confronté aux effets de l'idéologie que vous avez défendue, il y a quand même des gens qui commencent à réfléchir en se disant non mais c'est peut-être pas ça l'islam, c'est pas d'avoir frappé ces innocents et d'avoir créé des gens aussi malheureux. Donc il y a toute une approche globale qui est développée au Maroc que je trouve très intéressante, sur laquelle il y a des enseignements à tirer pour nous en France aussi.